Salut à tous, j'ai envie de tester un truc aujourd'hui. Le temps d'un café, ok, j'ai un petit café ici, on va essayer d'aller sur Wikipédia et on va essayer de se paumer sur Wikipédia, ok, se paumer, se perdre. Moi j'aime bien faire ça une fois de temps en temps, en fait souvent je le fais malgré moi, c'est pas volontaire, je le fais malgré moi, je vais sur Wikipédia et puis tout d'un coup je vois une suggestion, un article, et puis je clique sur l'article et puis du coup je me rends compte que j'ai paumé 3 minutes de ma vie à cliquer sur un lien, puis ensuite cliquer sur un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Mais au final, j'ai pas forcément perdu mon temps parce que des fois, ça m'ouvre des perspectives intéressantes, et du coup, j'ai envie de le faire aujourd'hui avec vous. Donc, on va essayer de provoquer ça. C'est justement, allez, on va essayer de faire à peu près 10 minutes. On va voir, peut-être un quart d'heure max. Allez, un quart d'heure max. Et donc, c'est parti. Donc là, je suis sur la page de Wikipédia. Donc, c'est la page d'accueil aujourd'hui. Il y a marqué article labellisé du jour. Donc a priori, Wikipédia, ils font un peu un article du jour et ils parlent de l'élévation du niveau de la mer. Donc la règle que je vais me donner, c'est que simplement, j'ai pas le droit d'écrire quelque chose dans Wikipédia, j'ai juste le droit de cliquer sur des liens qui font partie en fait de l'article. Donc j'ai déjà fait un test tout à l'heure et j'ai cliqué sur l'élévation du niveau de la mer, un phénomène qui est lié au réchauffement climatique, comme c'est indiqué ici. Donc, je ne vais pas cliquer à nouveau. On va voir dans Actualité. Ok, cliquons là, ici. Ok, moi je vois une île là, Chypre. Et directement, comme j'aime bien la géographie, je suis attiré par Chypre et je vais cliquer. Donc, on est parti. Alors, Chypre. Chypre en forme longue, la République de Chypre, en grec moderne, je ne sais pas lire ça, en turc, Kibris, en anglais, est un État situé sur l'île de Chypre, dans la partie orientale de la mer Méditerranée, dans le bassin levantin. Ouh, alors je dois admettre que le bassin levantin, j'ai besoin d'une révision, donc je pense que ça tombe bien, on va cliquer là-dessus. C'est quoi le bassin levantin? Alors, là, je reconnais clairement la Turquie, je reconnais clairement la Grèce aussi. D'accord, donc carte du bassin levantin. Est-ce que déjà, vous pouvez bien voir ce que je fais? Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais, normalement, vous voyez ce que je fais. Carte du bassin levantin. Les pays sont en bleu foncé, la zone concernée en orange. D'accord, donc le bassin levantin, c'est vraiment cette côte ici, avec notamment Turquie, Syrie. D'accord, ok. On a les pays côtiers qui font partie justement de cette région. La Grèce, la Turquie, Chypre, le Royaume-Uni. Ouh, alors ça m'intrigue aussi. Parce que le Royaume-Uni, ici, attendez, c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Et c'est visiblement Akrotiri et Dekelia. Alors là, directement, encore une fois, je suis complètement distrait. Enfin, pas distrait, mais je suis complètement... ça a clairement éveillé ma curiosité, attisé ma curiosité. Ok, c'est parti, on clique là-dessus. Alors, Akrotiri et Dekelia. En anglais, Akrotiri and Dekelia. En grec, et le dernier exemple de base militaire souveraine. Ok, britannique à Chypre. Fait partie de la Western... Une force militaire, les forces britanniques de Chypre, est stationnée à Chypre dans ces deux bases depuis l'indépendance de l'ancienne colonie. Donc ok, en effet, je fais ma réflexion en haute voix. Donc Chypre, c'était en effet une colonie britannique. C'est pour ça d'ailleurs que il y a un truc drôle qui se passe, j'ai l'impression, c'est que des fois j'entends des élèves, parmi mes élèves qui disent ouais, moi cet été je vais aller à Chypre pour apprendre l'anglais. Et moi je me dis toujours, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va marcher pour vous, mais je suis pas sûr. Parce que, à mon avis, souvent quand ils vont à Chypre, ils se retrouvent avec beaucoup d'étrangers qui sont là pour apprendre l'anglais, mais du coup, si c'est des Suisses francophones, par exemple, comme à Genève, là où j'habite, donc des élèves, potentiellement mes élèves, qui vont l'été à Chypre, donc ils sont francophones, ils retrouvent là-bas beaucoup de Français, et en fait, ils parlent beaucoup français, et surtout, ils font la fête. Ils font la fête parce qu'à Chypre, il fait assez bon, il y a pas mal de trucs à faire. De ce que j'ai entendu, en tout cas, la vie nocturne est assez active. Bon, je confonds peut-être un petit peu Malte, mais est-ce qu'on parle anglais à Chypre? Mais non, en fait, je confonds complètement. Je confonds complètement. Démographie, attendez, langue, anglais, oui, on parle anglais dans cette base, mais on ne parle pas anglais à Chypre. J'ai complètement confondu avec Malte. Excusez-moi, je parlais de Malte. En fait, j'ai en effet pas mal d'élèves qui disent je vais aller apprendre l'anglais à Malte. Et de mon expérience, je connais pas mal de gens qui sont allés à Malte pour apprendre l'anglais et je suis pas sûr qu'ils aient fait de gros progrès, vous voyez, parce qu'ils ont surtout fait la fête et surtout ils étaient toute la journée avec des étrangers qui étaient là aussi pour apprendre l'anglais, mais c'est pas un plan qui a
bien fonctionné. Ça a coûté pas mal d'argent par contre, mais ça a mal fonctionné. Donc voilà, je ne parlais pas de Chypre, ok. Je vais réviser du coup, je vais remettre un peu une couche pour moi, mais à Chypre, on ne parle pas anglais. On parle, sauf erreur, ça dépend de la partie, mais turc ou grec. On va juste revenir dessus, mais j'aimerais terminer avec cette base qui quand même m'intrigue un petit peu. Donc carte de localisation d'Akrotiri et d'Ekelia. Alors, où est-ce qu'on peut voir cette base? Là, on voit Nicosie. Ah, voilà, la base souveraine britannique. Ok, donc en gros, c'est un territoire qui serait encore techniquement britannique et qui se situe ici au sud et là un peu plus au nord. Ok, c'est bon, j'ai eu ma révision et on va revenir quand même un peu sur Chypre pour... allez, Lucas, réveille-toi, quoi. T'as confondu Chypre et Malte, c'est quand même pas du tout la même chose. Désolé pour tous les abonnés qui un jour regarderont cette vidéo et qui sont de Chypre et de Malte et qui disent « Non mais ça va ou quoi ?» Donc, Chypre. Bien que Chypre soit géographiquement proche de la région du Proche-Orient, le pays est rattaché politiquement à l'Europe et est membre de l'Union européenne. On va voir les langues nationales. Alors regardons les langues nationales. Langue officielle, grec et turc. D'accord, les langues officielles, c'est un bien meilleur terme que langue nationale. Langue officielle, oui, c'est voilà. Donc le grec et le turc, en effet, la capitale Nicosie. Voilà, ok. Alors regardons s'il y a quelque chose d'autre qui peut attirer mon attention. Maronites. Les maronites sont des chrétiens catholiques orientaux qui sont en pleine communion. Quoi? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Représentant la plus grande communauté. Ok, bon, je vais passer. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose de plus... Je vais marquer de Washington. Anatolie, Plaine, Massif Lutrodos. L'Union européenne. Ok, bon, allez, on va cliquer sur l'Union européenne. Hop. Et sur l'Union européenne, bon, je pense que vous savez tout ce que c'est que l'Union européenne, on va voir s'il n'y a pas quelque chose qui attire mon attention. Traité, Constitution européenne, la zone euro. Ok, la zone euro, intéressant. Allez, on va voir la zone euro. Je vais voir un petit peu où en sont les pays qui souhaiteraient rentrer dans la zone euro. Parce que je sais que, sauf erreur de ma part, il y a la Croatie qui vient, au moment où je fais cette vidéo, on est en début 2023, et je crois qu'il y a la Croatie qui vient d'intégrer la zone euro. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout suivi, ça m'a beaucoup surpris, parce que, je sais pas, j'étais pas du tout au courant qu'ils voulaient, enfin, qu'ils étaient sur le point, qu'ils étaient vraiment sur le point d'intégrer la zone euro. Donc regardons. La zone euro, aussi appelée eurozone, est une zone monétaire qui regroupe les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie. Moi, je me souviens... Et c'est là où on voit que je suis quand même un petit peu vieux. Je me souviens quand j'étais petit, quand on est passé à l'euro. Et je me souviens que quand j'allais en France, il y avait toujours le prix en euros et en francs français. Parce que les gens, pour certaines personnes, c'était vraiment difficile de s'habituer au nouveau prix, quoi, à l'euro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît très, très, très ancien, très, très lointain. Mais ouais, j'ai connu encore les francs français quand j'étais petit, quand j'allais, je sais pas, acheter du pain dans une boulangerie en France. Eh ben, il y avait encore le franc français. Mais voilà. Donc la zone euro a été créée en 1999. Alors moi je dis 1999, vous pouvez dire 1999. Ok, ça c'est comme les Français le disent. Donc là, quand même la majorité des gens qui parlent français, je dirais, disent 1999. Par 11 pays. Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. Rejoint par la Grèce en 2001. Ok. Par la Slovénie en 2007. Ah ça j'avais oublié. Ah, j'avais oublié, mais non, en fait, je me souviens parce que moi, j'avais fait un interrail. J'avais fait un interrail. Pourquoi je fais ce geste? Non, en train, tchou-tchou. Un interrail, donc j'ai déjà parlé de l'interrail dans d'autres vidéos que j'ai faites. Et donc, l'interrail, c'est un billet de train qu'on peut prendre et qui permet de voyager un petit peu partout en Europe en train. Donc, bien sûr, il faut l'acheter, mais après, on peut voyager de manière un peu illimitée. Et j'avais fait en effet un interrail, j'étais passé par la Slovénie, et je me souviens en effet qu'il y avait déjà l'euro. Je crois que j'avais fait ce voyage en 2009, donc ouais, logiquement, c'était 2 ans après ça. Ensuite, par Chypre et Malte, on revient à Chypre et Malte, vous voyez, on a un retour comme ça. En 2008, par la Slovaquie en 2009, ça j'avais complètement zappé aussi, ok, manière familière de dire, j'avais pas du tout suivi, j'avais complètement zappé. Par l'Estonie en 2011, incroyable, j'avais complètement zappé aussi, la Lettonie en 2014, Lituanie en 2015, et par la Croatie le 1er janvier 2023. Donc là, j'ai la confirmation que
j'ai pas halluciné, ok, j'ai pas inventé quelque chose, j'ai pas halluciné, en effet, ça s'est passé. Mais c'est vrai que c'est fou, le temps est passé, il y a beaucoup de temps qui est passé. Oh là là, c'est pas possible ça, j'en perds mon français. Vous voyez, j'en perds mon français. Tellement de mots, tellement de blabla. Il y a beaucoup de temps qui est passé. Oui, il y a beaucoup de temps qui est passé. Il y a beaucoup de temps qui a passé. Non, non, il y a beaucoup de temps qui est passé. Et du coup, j'ai un petit peu oublié les pays qui, en effet, ont intégré la zone euro. Alors, je regarde. Waouh, on est déjà à 10 minutes 30. C'est un test qui va être beaucoup trop long. Mais bon, peu importe. On continue. On essaye de faire encore quelques clics. Puis de la crise irlandaise. Alors, c'est quoi la crise irlandaise? La crise financière irlandaise de 2008-2011, qui a émergé avec la crise financière mondiale de 2007-2008, est une crise politique, économique majeure dans l'histoire de l'Irlande et qui est en partie responsable de la récession. Alors, récession, ça peut être un mot quand même assez intéressant à définir avec vous puisque voilà, c'est une playlist C2. La récession est un phénomène macroéconomique, microéconomique, macroéconomique, donc un peu dans... Comment définir? Micro, macro, macroéconomique, polysémique, qui désigne au sens large, donc en général, en gros, un ralentissement du rythme de la croissance économique. D'accord? Et dans un sens plus restreint, une chute du produit intérieur brut sur au moins 2 trimestres consécutifs. Ok, bon, ça c'est le genre de choses absolument, je savais absolument pas, mais donc le produit intérieur brut, que vous sachiez, le produit intérieur brut, en gros, c'est... je pense que Wikipédia va le définir de manière beaucoup plus précise que moi, mais moi, si je devais l'expliquer à un petit enfant, je lui dirais, voilà, le produit intérieur brut, c'est un petit peu ce que produit un pays et la valeur que ça a. D'accord? Donc en gros, c'est clairement révélateur de la croissance du pays et aussi de la santé, je pourrais dire, de son économie. D'accord? Si l'économie du pays va bien, le produit intérieur brut est plutôt élevé. En règle générale. Mais on va demander à Wikipédia de faire ça beaucoup mieux que moi. Le produit intérieur brut est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesse. Voilà, c'est beaucoup plus précis que moi. Vraiment la production de richesse. Mais finalement, c'est plus ou moins ce que j'ai dit, je crois. Je crois que j'étais pas trop à côté. Annuel effectué par les agents économiques résidant à l'intérieur d'un territoire. Ouais, c'est vraiment à l'intérieur d'un territoire. Donc c'est ce qui est produit au sein dans le pays même. Ok, bon voilà, triste sujet, la crise économique, mais on va essayer d'aller sur quelque chose d'un peu plus gai, comme ça un peu plus positif. Alors est-ce qu'il y a quelque chose, on est dans quelque chose de très très économique là? Pandémie, non, ça va pas être beaucoup plus sympa. Pandémie, coût du travail, matières premières, ça aussi c'est sujet à beaucoup de problématiques et de choses qui sont éthiquement pas très positive, comment finir cette phrase? Qui ne sont pas réjouissantes, d'accord? Parce qu'au niveau des matières problèmes, il y a énormément de choses qui se passent sur Terre. Je fais allusion par exemple à ce qu'on utilise pour créer des objets, des appareils électroniques. On utilise beaucoup de matériaux qui sont extraits dans des conditions qui sont absolument affreuses. Et du coup, voilà, ça va pas être très gai non plus. Je cherche quelque chose de positif. Je veux terminer cette vidéo sur quelque chose de positif. Excédent commercial, non. Importation, non. Je veux quelque chose de bien, aidez-moi. Non conventionnel. Ouais, non, ça va pas être suffisant. Ça va pas. Récession, non. Bon, on va devoir faire ça via 2 clics. Banque centrale. Ok, c'est pas forcément très, très réjouissant non plus. L'inflation, on est resté coincé comme ça dans les abysses comme ça, vraiment tout au fond, les abysses de Wikipédia et dans quelque chose de très très qui m'intéresse pas forcément beaucoup. Compétitivité, allez, on clique sur compétitivité, le fait qu'il y ait de la compétition, la concurrence, à peu près la même idée, client, raison, Montesquieu, allez, Montesquieu, ok, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède, et de Montesquieu est un penseur politique précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières. Il est mort le 10 février à 1755, ou 1755 à Paris. Allez, on clique sur Paris, et on va essayer de trouver quelque chose de positif.
Monde chrétien. Qu'est-ce qui est positif à Paris? Allez, vas-y. Quelque chose d'un peu réjouissant comme ça. L'île de la Cité. Oh, l'île de la Cité, c'est hyper beau. Oh, regardez ça. Voilà, ça c'est un endroit à Paris que je trouve franchement très très beau. L'île de la Cité, vue du pont de la Tournelle. Donc on voit quand même, ça c'est vraiment les aspects assez agréables de Paris. Il y a quelques endroits, waouh, c'est beau. Je ne sais pas si moi je me verrais habiter à Paris. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit et que c'est pas forcément la ville la plus agréable du monde, même si j'ai du plaisir à y aller régulièrement, mais c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont très très beaux. Alors, c'est quoi l'île de la Cité? L'île de la Cité est une île située sur la Seine, en plein cœur de Paris, ok, au centre, en plein cœur de Paris. Elle est considérée comme l'antique berceau de la ville de Paris, autrefois Lutèce. Elle appartient au 1er et 4e arrondissement, d'accord? Donc on pourrait dire qu'elle est à cheval sur les deux arrondissements. Elle est sur les deux arrondissements à la fois. Le chroniqueur Guy de Bazoches l'évoquait en 1190 ou 1190, ou on pourrait dire en 1190. 1190. C'est vrai que souvent, les dates de l'époque, je les entends souvent prononcées comme ça, en 1190. En 1190, c'est un peu un mélange bizarre. Comme étant la tête, le cœur et la moelle de Paris. Ok, comme vraiment un endroit qui fait partie de l'essence, de l'ADN même de Paris. Ce site est desservi par les stations de métro Cité et Saint-Michel. Allez, on va arrêter cette vidéo très prochainement, mais j'aimerais juste me plonger un peu sur le nom Lutèce. Parce que c'est vrai que j'ai besoin d'une révision. Lutèce est la forme francisée du nom employé par les Romains, Lutetia ou Lutetia, Parisorum, pour désigner la ville gallo-romaine connue aujourd'hui sous le nom de Paris, ainsi que son oppidum. Et là, encore une fois, vous voyez, ça, c'est typiquement les moments où on se paume sur Wikipédia. Je trouve que c'est très, très représentatif parce que du coup, je me souviens plus du tout ce que c'est qu'un oppidum et on va cliquer pour voir. Mais donc, voilà, Lutèce. Ouais, en effet, Lutèce, c'est cet ancien nom. Mais le Lutetia, c'est d'ailleurs également un hôtel, okay, qui se trouve à Paris. Et donc, voilà, quand vous voyez Lutèce, oui, c'est l'association Paris et un nom un petit peu ancien de la ville. Alors, c'est quoi l'oppidum? Le terme oppidum, au pluriel oppidum, est le nom donné par les historiens romains à un type d'habitat proto-historique fortifié que l'on trouve en Europe de l'Ouest et centrale. Alors je ne vais même pas oser cliquer là-dessus, parce que sinon j'ai peur qu'on ne termine jamais cette vidéo. Et encore une fois, c'était un test et j'avais l'impression que ce serait possible de faire 10 minutes, mais visiblement c'est absolument pas possible de faire 10 minutes. Donc voilà, ça ressemble à ça, un oppidum. Ok, je vais même pas approfondir la question. Je vous laisse taper sur Wikipédia oppidum si vous avez envie d'approfondir le sujet. Voilà, c'était un test. Je sais que c'est un petit peu le bordel, c'est un peu bordélique comme vidéo, ça veut un peu rien dire, ok. Mais voilà, mon idée c'était un peu déjà de voir comment moi je me débrouille en improvisant complètement, parce que l'idée c'est vraiment d'improviser et justement de se paumer, de se retrouver dans des endroits complètement imprévisibles. Okay, on n'aurait pas vraiment pu prévoir qu'on allait passer par Chypre, Malte, puis se perdre dans un monde un petit peu, un champ lexical. Un champ lexical, c'est une accumulation de termes en lien avec l'économie. Okay, on était dans un champ lexical un peu de l'économie, la récession, etc. Et j'essayais d'en sortir, et j'ai pas réussi à en sortir. Bref, voilà. C'était un peu un test pour moi, je vais voir, et je vais essayer de m'améliorer en fait pour rendre ce genre de mini-voyage sur Wikipédia, petite aventure sur Wikipédia pour les rendre un petit peu plus intéressantes pour vous aussi. Donc voilà, c'est la première. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dans le sens où si vous avez un niveau C2, je pense que vous arrivez, enfin si vous avez un niveau C2, si vous vous préparez pour un niveau C2, vous avez un niveau quand même assez élevé, et du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, je fais aussi un effort pour parler le plus normalement possible et enchaîner un petit peu les phrases les unes après les autres. J'essaie d'expliquer 2-3 mots, même si, comme c'est très très improvisé, je fais ce que je peux, mais je le fais pas de manière parfaite. Donc ça aussi, c'est un truc que je peux améliorer. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que le concept peut être intéressant? Qu'est-ce que vous pensez? Donnez-moi un peu de feedback. Puis voilà, on se voit dans une prochaine vidéo et on reste sur Lutèce. Ok? Allez, bonne journée et à la prochaine. Ciao!